En zone déployée avec offre compatible. Débit max théorique variable selon fréquence. Couverture détaillée sur réseau.orange.fr. Conditions en boutique Orange et sur orange.fr. Noix craquante cherche fromage onctueux pour mettre un peu de douceur dans sa salade. Justement, chez Grand Frais jusqu'au 15 mars, le Saint-Félicien de 180 grammes au lait cru de vache est à seulement 2,90 €. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Soit 16,11 € le kilo, 27% de matière grasse fabriquée en Isère. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Alors ça vous fera 30 €. Ah bon? Mais vous m'aviez dit 15. Oui, pour la barque. Il vous faut les rames aussi. Au moins, avec Citroën, pas de mauvaise surprise. Découvrez nouveau Citroën Iberlingo électrique à partir de 299 € par mois avec 4 ans de garantie et assistance offerte. C'est simple, c'est zen, c'est Citroën. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. LLD 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 8 500 €, ramené à 0 €, bonus psychologique et prime à la conversion déduit, offre à particulier jusqu'au 31 mars, si acceptation crédit par, détail sur citroën.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. C'est vous la prof de philo? Oui. Alors justement, j'ai une question. Voilà, je me sens étranger à mes meubles, et donc à moi-même. Alors que changer? Mes meubles ou moi-même? Vous avez une idée? Une très bonne. Chez Monsieur Meuble, les meubles sont 100% personnalisables. D'ailleurs, la nouvelle collection est là. Profitez vite de nos prix de lancement. Monsieur Meuble, des meubles qui ne ressemblent qu'à vous. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Dans Punchline, les Européens vont-ils réussir à reconstruire leur unité qui semble quand même assez ressuscitée depuis le début de l'invasion russe en Ukraine? Emmanuel Macron reçoit dans les 2 jours qui viennent à Versailles l'essentiel de ses homologues européens. Vont-ils réussir à trouver une réponse commune face à la décision américaine d'imposer un embargo sur le pétrole et le gaz russe? Il semble qu'il y ait beaucoup de dissensions entre les dirigeants européens pour arriver à une telle décision, puisque le niveau de dépendance au gaz et au pétrole russe est très différent si l'on parle de l'Allemagne, de la Finlande ou de la France. Emmanuel Macron a reçu son homologue hollandais aujourd'hui. On va l'écouter souligner l'unité historique des Européens. Au cours des 2 dernières semaines, la coordination européenne a été très étroite, d'une rapidité et d'une unité historique avec des sanctions massives prises très rapidement et notre ligne en lien étroit avec les autres pays membres de l'OTAN, avec les pays du G7 est claire et simple. La condamnation absolue de l'agression russe en Ukraine, le soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens et les sanctions à l'égard de la Russie pour stopper au plus vite cette agression. Nous avons ensemble pris plusieurs décisions en la matière et nous reviendrons sur plusieurs des conséquences à court moyen terme sur ce sujet. Alexandre Devecchio, sur cette unité historique des Européens, est-ce qu'elle va se concrétiser? Est-ce qu'elle va être pérenne? Ou est-ce que, comme un château de cartes, elle va s'écrouler à nouveau dès lors que le péril russe sera peut-être retiré? Et c'est ce qu'on souhaite. Il faut espérer que ce soit une forme d'électrochoc, mais il y en a eu d'autres. D'abord, le 11 septembre, ça ne nous concernait pas directement en tant qu'Européens, mais montrait que l'histoire était de retour. Là, on entend beaucoup dans les journaux, c'est le retour de l'histoire. Ils auraient dû le découvrir au moins le 11 septembre 2001. Ils l'ont pas vu, donc on voit qu'ils sont assez imperméables à ce type de choc. Il y a eu la pandémie qui nous a fait redécouvrir qu'on avait besoin d'être souverains. Donc ils seront peut-être unis sur cette question-là. Maintenant, est-ce qu'ils construiront une Europe forte et comment? Encore une fois, et la campagne présidentielle va être éclairante, il y a une ambiguïté chez Emmanuel Macron. Est-ce qu'il veut construire cette Europe forte en poursuivant le rêve qui est à mon avis une utopie de l'Europe de la défense, en allant vers toujours plus d'intégration européenne, ou est-ce qu'il veut passer par des nations fortes? Ce qui est intéressant dans cette crise, c'est que finalement, les nations ont réagi d'elles-mêmes et il y a eu très vite une position commune, mais on a été dans un système qui était souple. Chacun s'est armé, donc peut-être qu'on serait mieux armé, mieux en capacité de se défendre si chacun avait pris ses responsabilités finalement et s'était armé. Donc si on veut vraiment une Europe capable de se défendre dans l'avenir, ou une Europe puissante, je pense que ça passe par des nations puissantes d'abord. Vincent Herouet.
C'est un autre débat, mais à chaque chose, malheur est bon. C'est vrai que l'agression russe fait que l'Europe, tout d'un coup, se réveille, s'unit, est pris d'un sursaut de virilité, envisage d'avoir une défense. Tout d'un coup, il n'est plus inimaginable que l'Allemagne réarme. Oui. Et l'Allemagne réarme. L'Allemagne met 100 milliards d'euros sur la table, en prévision, évidemment, on le verra. Et il y a même quelque chose d'assez sidérant, c'est que on a l'impression qu'il suffit de l'avoir dit pour que ça existe. Et qu'on prenne toutes sortes de sanctions et qu'on aille tirer les moustaches de l'ours, comme si on était déjà armé. Alors, bon, tout ça rentre dans un moment historique où les Américains, effectivement, se détournent quand même largement de l'Europe, où le véritable défi sur le plan stratégique, c'est quand même la montée en puissance de la Chine. C'est en mer de Chine que se joue l'avenir de l'Europe. Jusque-là. Jusqu'en mer d'Azov et dans la mer Noire. Eugénie Bastian. J'entends dire, c'est pas trop tôt, heureusement que l'Europe fait ça, pourquoi elle l'a pas fait plus tôt, mais enfin bon, on sait quand même que l'histoire avance par choc et qu'il n'y a de réaction politique que quand il y a un choc. Évidemment qu'on n'allait pas se retrouver autour de la table, c'est comme pendant le Covid, en disant finalement on va se préparer une pandémie. Enfin, il est évident que l'histoire avance par des grands chocs comme ça et parce qu'il y a une violence qui est accoucheuse de grandes décisions historiques. L'ONU a été créée après la guerre sur la défaite de l'Allemagne et du Japon. Enfin, il est évident qu'on ne crée comme ça des grands mouvements historiques que sous le soubresaut de violences terribles. Et effectivement, la pandémie a été un premier choc. Et là, la guerre en Ukraine, on est un second. C'est pas le premier. C'est ça où j'en reviens. Je parlais du 11 septembre. On pourrait parler. Il y a eu l'invasion de l'Irak. Ça a été une petite réaction. On a été violemment secoué par le Bataclan. C'était du terrorisme, mais on a répondu à l'époque, c'est vrai, en sortant des fleurs, mais en disant vous n'aurez pas ma haine. Donc là, on évolue un petit peu. Je suis quand même sceptique sur la reprise en main de l'Europe, même si je l'ai moi-même écrit. Comme vous l'avez très bien dit, on n'a pas encore réarmé, et pour l'instant, on achète des armes aux Américains. J'ai vu que Bruxelles, qui est censée être la capitale de l'Europe, ou du moins de l'Union européenne, achetait ces armes aux États-Unis. Peut-être que pour réarmer l'Europe, il faudrait commencer par faire une forme de préférence européenne. Allez, un dernier mot là-dessus, Christian Proto. Oui, bien évidemment, on regrette tout d'un coup ce que l'on a dit qu'il aurait fallu faire avant. Bon, mais comme dit, sans vouloir reprendre un aphorisme célèbre, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Il y a quelque chose peut-être de positif dans cette chose dramatique, c'est qu'on a découvert que rien n'était figé et que même ce que l'on croyait, puisqu'on s'est associé à la Russie dans certaines opérations, faisait que des positions que nous avons prises au départ de l'Europe, mais qu'il est semblé plutôt montrer que l'Europe était plus atlantiste qu'européenne, pouvait amener des questions sur le devenir de ce que devait être cette Europe, en particulier en matière de défense, et c'est mon point de vue. Un dernier mot là-dessus, Vincent Herouet. C'est que vous avez deux conceptions, en fait, c'est assez simple. Il y a beaucoup d'Européens qui ne veulent pas dépendre pour leur défense de la seule armée qui existe en Europe, désormais, qui est l'armée française. Il n'y a pas d'autres armées. Il y a l'armée britannique, mais ils sont partis. Il y a l'armée française. Le reste, ce sont des armées qui ont un petit rôle de défense passive. Oui, ils ont des militaires, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de force de défense. Donc, la question, c'est que beaucoup, jusqu'à présent, refusaient de dépendre de la France. On comprend bien la chance, l'occasion, on ne peut pas parler de chance, l'occasion unique qui se présente là pour le président Macron, pour l'Élysée et pour ceux qui veulent développer une défense européenne. Mais tout le monde a voté l'aide à l'Ukraine. Oui, et voilà, exactement. Et cette unité est un point positif. J'espère que exactement. Et d'ailleurs, voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours un ennemi pour se constituer un nous. Il faut toujours un eux pour avoir un nous. La question, c'est est-ce que ce nous va durer dans le temps ou est-ce que demain on reprendra les sanctions contre la Pologne et la Hongrie parce qu'on estime qu'elles ne sont pas dans la ligne. Elles sont toujours maintenues. Elles sont bien sûr, mais est-ce qu'on va toujours des sanctions économiques? Moi, je serais d'avis justement parce que ces pays sont en première ligne justement face à la Russie. Ils accueillent des réfugiés, des millions de réfugiés, notamment la Pologne. Et est-ce qu'il faut maintenir une politique comme ça de sanctions vis-à-vis de ces pays parce qu'ils ne suivent pas la ligne sociétale
occidentales de l'Union européenne. Je n'en suis pas sûre. Ce serait d'ailleurs peut-être les pousser dans les bras de la Russie, alors même que je pense qu'il y a un pas qu'ils ne franchiront pas. Chez les conservateurs hongrois, par exemple, il y a cette tentation qui existe, parce qu'effectivement, on est plutôt par la mémoire, par le souvenir, notamment de ce qui s'est passé à Budapest en 56, anti-russe, mais en même temps, quand l'Union européenne vous tape toute la journée dessus, il y a une tentation d'aller voir vers le conservatisme de Vladimir Poutine, qui montre bien là ses limites. Et je crois qu'il faudrait que l'Union européenne tende la main à ces pays, Pologne et Hongrie, plutôt que de les pousser vers l'Est. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup assimilé justement à tort le populisme d'Europe centrale au poutinisme. C'était une espèce de lieu commun qui était absurde puisque les Polonais sont historiquement anti-russes. Les Hongrois... Orban est un pragmatique et pour payer moins cher son gaz, il a noué des dialogues avec Vladimir Poutine, mais on a vu que là, il se tenait très bien. Les Hongrois, les Polonais, qu'on avait besoin d'eux et qui étaient même prêts à accueillir des migrants dès lors qu'ils leur ressemblaient et qu'ils étaient en capacité de leur intégrer. Donc ça dit bien des choses sur cette d'Europe centrale qui n'est pas sur ces pays d'Europe centrale qui sont peut-être pas forcément les affreux populistes qu'on n'est pas. Du reste, aujourd'hui, l'ennemi est russe. Il faut pas oublier qu'on a d'autres ennemis. On a un ennemi islamiste qui est sur notre sol en partie, et on a peut-être notre ennemi de demain, c'est peut-être la Chine plus encore que la Russie. Alors, Christian et cela dit, les deux pays dont on parle, la Pologne et la Hongrie, eux, ils entendent les chenilles des chars. Et les bombardements. Et les bombardements, ça fait réfléchir. Au loin. Vincent Herouette. Oui, et puis ils ont un souvenir surtout cuisant, qui est un souvenir qui est incarné, parce que c'est les parents, c'est les grands-parents. Oui, c'est pas il y a 3-4 générations. C'est ce que je disais. Vous savez, Jaruzelski, c'était en novembre 81. Novembre 81, c'est soviétique. C'est battu contre la Russie. On s'en souvient. Donc, oui, on est entouré d'ennemis. On est entouré d'ennemis. La grande curiosité, c'est qu'on est entouré d'ennemis. La Chine, ce sont les lointains, toutes sortes d'ennemis partout, et sans être paranoïaque. La grande surprise, c'est qu'on soit resté aussi longtemps désarmé et que la France, par exemple, a eu tant de mal. Et en vain, à part les forces spéciales qui sont venues faire un peu d'entraînement, à enrôler nos voisins dans les combats au Sahel.